s'exprime une semaine après la mort de son frère tué par balle à Marseille. Il a de nouveau appelé à se mobiliser samedi pour la marche blanche organisée sur le rond-point où le drame s'est produit. En parallèle, les ministres de la Justice, Gérald Darmanin, et de l'Intérieur, Laurent Nunez, sont à Marseille ce matin. Ils doivent notamment rencontrer des magistrats et des policiers impliqués dans la lutte contre le trafic de drogue. Des propos alarmistes qui ne passent pas. Le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, a estimé hier au Congrès des maires que le pays devait accepter de perdre ses enfants. Et les critiques se multiplient, notamment à gauche. Jean-Luc Mélenchon s'est dit en désaccord total avec le militaire. Fabien Roussel, quant à lui, a jugé l'intervention du général dangereuse. Un chat sécurisé pour les enfants victimes de violences. La police et la gendarmerie annoncent aujourd'hui le lancement de cet espace numérique à l'occasion de la Journée internationale des droits des enfants. Dédiée aux moins de 18 ans, cette plateforme permettra de les orienter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de violences, d'agressions ou d'addictions. Une action inédite contre la fast fashion. 12 fédérations de commerce ont décidé de déposer plainte contre Shein pour concurrence déloyale. Elles accusent le géant de l'e-commerce de contourner les règles qui s'imposent aux acteurs établis en France. Jusqu'à 170 000 foyers privés d'électricité en Île-de-France ce matin. En cause, une avarie constatée sur un poste électrique d'ici les Moulineaux. Plus de 100 000 foyers ont pu être réalimentés en 5 minutes selon RTE. Et puis, Lady Diana fait son entrée au musée Grévin à Paris. La statue de cire de la princesse décédée en 1997 est dévoilée aujourd'hui. Lady Di est représentée dans sa célèbre revenge dress, la robe de la vengeance. Et ce n'est pas une date choisie au hasard. Le 20 novembre 1995, la BBC diffusait sa célèbre interview où elle dénonçait l'infidélité de l'actuel roi Charles III, alors prince de Galles. Excellente matinée à tous. Excellente matinée à vous aussi, Clémence Le Barry, merci. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Bienvenue à vous tous sur Sud Radio. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 11h30 pour débattre de l'actualité. Il est 10h03, mettez-vous d'accord avec nos débatteurs. Il vient d'entrer en courant, c'est un sportif. Il s'appelle Arnaud Stéphane. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis vache, je vous laisse même pas reprendre votre souffle. C'est comme ça, c'est un test, voilà. Vous venez d'arriver à l'improviste. Vous êtes le fondateur de l'agence La Note de Com et vous êtes évidemment le bienvenu sur Sud Radio. Nous sommes également avec celui qui ne court pas, lui il est tranquillement chez lui en duplex, c'est Benjamin Cauchy. Bonjour à vous Benjamin. Bonjour à tous. Et puis j'ai l'impression d'entendre Arnaud Stéphane tel Nicolas Hulot dans Ushuaïa. Il y a un petit côté comme ça, mais c'était juste les boulevards de Paris. Ça doit être ça. Voilà, mais non, c'était les boulevards. C'est pas la Patagonie. Mais la prochaine fois, vous ferez comme Benjamin. Oui. C'est lui qui a raison. Il reste chez lui, après tout. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit tous au même endroit pour débattre ou pas. Benjamin Cauchy, je le rappelle, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes aussi un des tout premiers gilets jaunes. Faut le rappeler, on n'oublie pas sur Sud Radio, on était aux premières loges et vous en première ligne. On est aussi avec Jean-Pierre Denis. Bonjour à vous. Bonjour, moi je suis venu à vélo. Vous êtes venu à vélo? Et du coup, j'ai circulé dans Paris au soleil. Alors, vous n'avez pas circulé dans Paris au soleil ce matin. En tout cas, vous avez circulé. Vous en êtes bien sorti. Vous êtes arrivé à l'heure. En tout cas, bravo à vous. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, créateur de la lettre d'information de Théopolitique. Pardonnez-moi. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Et puis nous sommes avec Mathias Leboeuf. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste et philosophe. On est ensemble sur Sud Radio pour débattre de l'actualité dans un instant. Les propos du chef d'état-major des armées devant des mers médusées. Il l'entendait dire, préparez-vous, pourquoi pas au retour de la guerre. Il faut peut-être que nous recommencions à accepter de perdre un jour nos enfants. Changement d'époque, je le disais, comme tous les jours sur Sud Radio. Changement de discours, quoi qu'il en soit, ce discours fait polémique. Et on verra avec vous ce que vous en avez pensé au 0826 300 300. On va revenir aussi sur ces interviews assez bouleversantes d'Amine Kessassi, justement celui qui a perdu son frère. Mon frère est mort pour rien. Il est mort pour rien, assassiné manifestement par des trafiquants de drogue. Que faut-il faire pour enrayer ce fléau? Emmanuel Macron a-t-il raison de fustiger, je cite, les petits bourgeois de centre-ville qui fument du shit, qui consomment de la drogue et qui donc permettent à ces réseaux criminels de prospérer? On va revenir aussi sur cette tentative de censure, faut-il l'appeler comme telle, tentative de censure de militants de gauche du collectif Sleeping Giants contre l'enseigne de bricolage Leroy Merlin, l'enseigne de bricolage qui diffusait, utilisait des publicités du site identitaire Frontières. Elle a été sommée de les retirer, elle l'a fait. Du coup, elle se retrouve au milieu d'une polémique. Voilà pour une bonne partie de notre programme. Mais avant ça, ces propos qui continuent de faire polémique en France, ceux du chef d'état-major des armées françaises, Monsieur Mandon, le général Mandon, c'était devant des mers. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses,
Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Oui, il nous attend, il nous prépare à des moments difficiles, comme si nous pouvions demain être en guerre, pourquoi pas avec la Russie, parce que c'est la menace russe qui était le sujet de son discours. Ça a beaucoup choqué, aussi bien à la gauche de la gauche que parfois à la droite de la droite, un peu partout d'ailleurs. Est-ce qu'on cherche à nous faire peur ou pas? Pourquoi? Arnaud Stéphan, comment vous avez reçu ce discours? Avec beaucoup d'ambiguïté. Le premier, c'est que je pense que de nous envoyer sur un discours extrêmement angoissant sur le risque d'une confrontation avec la Russie me semble un peu exagéré. Je pense pas que la Russie ait la volonté de nous attaquer. Mais ça, c'est un autre sujet. En revanche, qu'un chef d'état-major des armées rappelle ce que c'est que le métier des armes. Que quand le pays est en danger, quand il y a un conflit, et nous sommes en conflit dans plusieurs points du monde, et que nous perdons très régulièrement de certains de nos soldats, c'est très dur. 50 qu'on a perdu au Sahel il y a quelques années, avant de s'en faire déloger, tiens, par des mercenaires russes. Exactement. Et il se trouve que nous avions fêté le 11 novembre il n'y a pas très longtemps. Ça a été un sacrifice terrible de la part des Français, son conflit mondial également. On oublie parfois, mais la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de soldats français qui sont morts en Algérie. Ils étaient appelés. À quel moment mettons le prix de nos libertés? À quel prix mettons-nous notre mode de vie, notre civilisation, l'acceptation de la défense de nos intérêts supérieurs? C'est une phrase terrible, peut-être pas dans le bon contexte. Je pense que quand on est militaire et qu'on est le chef d'état-major des armées, il faut éviter de faire de la philosophie générale dans des réunions comme ça. Mais il n'empêche que c'est une vraie question. C'est qu'à un moment donné, si nous voulons combattre les djihadistes, on le fera pas avec des abécédaires de la diversité ou de la laïcité. Ça, on le fait déjà, autant que je sache. Oui, les 50 soldats qu'on a perdu dans le Sahel, ils ont été tués par des djihadistes. Regardez à chaque fois ce que ça amène comme drame et comme ressenti terrible. Oui, c'est normal, on perd nos hommes et c'est terrible. Mais il faut, à un moment donné, accepter que si on se bat, il y a des morts et que cette espèce de philosophie de les armes non létales, les armes de défense. On se souvient des stands israéliens fermés comment ça s'appelle, au salon du Bourget, parce qu'ils vendaient des armes d'attaque et pas des armes de défense. Enfin, tout ça est ridicule. Donc en gros, il a raison de nous rappeler qu'on a oublié ce que c'était que la guerre. C'est pas le bon contexte, mais il y a un moment donné, il faut quand même rappeler ce qu'est la guerre. Et la guerre, malheureusement, il y a des morts. J'ai moi-même servi dans une unité qui avait été déployée en Yougoslavie, et nous avions perdu des camarades. Qui avaient pris un RPG-7, donc une roquette dans leur véhicule blindé. Ils étaient morts. D'abord, ce qui est vrai, c'est que la France n'a jamais cessé de perdre ses enfants sur différents fronts. C'est juste qu'on avait complètement oublié ce que ça faisait, parce que il n'y a qu'une armée de métier et plus de service militaire. Est-ce que c'est un militaire de faire de la philosophie? Tiens, on va demander à Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Non, je crois pas. Je crois pas. Moi, ce qui me frappe, indépendamment même de la question de la Russie, et je dois dire que je pense que la Russie peut potentiellement être une menace. Donc, moi, je suis pas de ceux qui vont réagir en fonction de la Russie ou pas la Russie. On voit que les réactions à ce propos, notamment à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, c'est des réactions de gens qui ont un parti pris sur la Russie. Moi, ce qui me frappe, c'est quelle est l'utilité de ce discours? C'est ça que je trouve sidérant. C'est-à-dire que le chef d'état-major se présente devant les maires pour avoir un discours alarmiste, mais plus qu'alarmiste, puisqu'il donne un calendrier, je crois que c'est 4-5 ans, il faut s'apprêter à perdre nos enfants. Et les maires, effectivement, ont été stupéfaits. C'est-à-dire que pourquoi avoir cette parole-là devant les maires? Quel est l'intérêt? Je trouve ça sidérant. C'est plus la communication que vous déplorez que finalement
y a le fond, les deux sont liés. Il y a bien évidemment le fond, mais il y a le moment et l'audience, et je comprends absolument pas pourquoi il a cette parole-là. Si la Russie est une menace et qu'il a des renseignements, et ils ont certainement, c'est ce qu'il dit, oui, effectivement. En gros, ce qu'il dit dans un discours beaucoup plus long que ce que vous venez d'entendre, c'est que la Russie s'arme, la Russie s'équipe et elle arme ses propres soldats, et il soupçonne... Il fait état de renseignements, il dit que les alliés, que nos alliés, donc les Allemands, les Anglais, les Américains sont bien au courant et qu'ils partagent son point de vue. Bah, très bien, qu'il fasse son boulot, quoi, qu'il fasse le boulot de défense, mais qu'est-ce que qu'ils ne le disent pas. Bah, je vois pas l'intérêt de le dire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quoi? Il faut qu'on se mette à construire des bunkers, il faut qu'on s'arme, il faut qu'on refasse une conscription généralisée. Tout le monde aura la parole sur ce sujet, tiens, et notamment Eric qui nous attend depuis Metz, en Lorraine, au 0826 300 300. Salut Eric. Oui, bonjour. Grande place militaire. Oui, notamment, oui, vous avez beaucoup souffert. Cette ville a beaucoup souffert de différentes guerres, d'ailleurs, il faut le rappeler. Eric, vous n'avez pas du tout apprécié la sortie du général Mandon. Pas du tout, mais il n'y a pas que sa sortie que je n'apprécie pas. Il y a aussi la politique de la France et d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve que Poutine est extrêmement patient. Parce que quand on voit toutes les provocations qu'on lui inflige, n'oubliez pas qu'il y a 2-3 ans, on disait Nord Stream, c'est Poutine. Or, il s'est avéré que c'était pas lui. Je vais rappeler un peu de contexte. Vous parliez de ce sabotage d'un pipeline dans la mer Baltique. Absolument. On a accusé les Russes longtemps, et effectivement, les informations qui nous parviennent semblent dire que finalement, ce ne seraient peut-être pas les Russes. Oui, c'est exactement ça. Ce serait plutôt en commando ukrainien. Mais bref, revenons sur ce qui se passe en ce moment en France. Oui, effectivement, les paroles de Mandon m'ont vraiment choqué. Mais vous savez, pour faire peur, pour manipuler les gens, il n'y a rien de tel que leur faire peur. Rappelez-vous l'époque Covid. On leur a dit attention, si vous sortez, vous allez mourir. Si vous allez chez vos gros-parents, vous allez les tuer. Résultat des courses, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, je crois que j'ai le sentiment qu'on essaie de faire peur aux gens pour les préparer à la guerre, alors que Poutine n'a aucunement, enfin en tout cas à mon avis, n'a aucunement l'intention de nous attaquer un jour. Je veux dire, c'est ridicule. N'oublions pas que le Donbass, il revendique la propriété du Donbass. Le Donbass est très majoritairement russophone, et le Donbass était bombardé depuis 2014 et on n'en parlait pas. Il y a un moment, Poutine a réagi, je le comprends. Je le soutiens pas, mais je le comprends. Mais de là à dire qu'il va nous envahir, que la prochaine étape c'est d'être à Paris, comme les Allemands en 40, franchement c'est du grand n'importe quoi. Oui, après, vous le dites depuis Metz, Eric, en suivant la même logique, on aurait laissé Metz aux Allemands, par exemple. On aurait laissé Metz, par exemple, aux Allemands. C'était le discours que tenaient les Allemands sur l'Alsace et la Lorraine à une époque. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je veux dire, le contexte est totalement différent. Ne comparons pas Poutine avec le nazisme d'Hitler. Je parlais de la Première Guerre mondiale, pour le coup, ça c'est vrai. Merci Eric. D'avoir donné votre avis, surtout vous continuez à le donner. Rappelez-nous de Metz ou d'ailleurs, d'où que vous soyez. Continuez à prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez, vous avez tous la parole sur Sud Radio. Jean-Pierre Denis. Alors on va pas être d'accord, pas du tout. Moi je trouve qu'avec les trois intervenants, les trois interventions de mes petits camarades, c'est pour ça tout le monde a la parole sur Sud Radio. Moi, rien ne m'a choqué dans cette intervention. Je la trouve légitime. Alors bien sûr. Vous parlez du général. Du général. Alors bien sûr, quand le chef d'état-major parle, il parle avec l'accord, voire sur instruction du chef de l'État. Donc il est le porte-voix du pouvoir politique nécessairement. Petite parenthèse, c'est pas ce que disait ce matin notre éditorialiste Françoise Degois, qui sous-entendait qu'une certaine soufflante présidentielle aurait été adressée au général Mandon après ses propos. Oui, mais c'est facile de dire après. Il est quand même plus que probable qu'avant il a eu l'autorisation ou qu'on lui a demandé de prendre la parole et ce n'est pas d'ailleurs sa première intervention a été relue au moins. Ce n'est pas sa première intervention sur le sujet et ça serait pas la première fois qu'un politique désavoue un haut responsable quand finalement ça s'est pas très bien passé, ça n'a pas été très bien reçu. Donc c'est pas le fond du sujet. Pour moi le fond du sujet, je pense que le chef d'état-major est dans son rôle de préparer les Français, de les avertir sur les risques qui existent. Je pense qu'il les connaît un petit peu mieux que nous tous autour de la table, même si on peut tous penser qu'on a une idée sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et sur d'autres sujets, je pense qu'il les connaît beaucoup mieux.
Vous savez, il a parlé devant les maires. Pendant la guerre de 14, c'était souvent dans les villages, le maire du village qui allait annoncer aux familles les conscrits que tel ou tel habitant, tel ou tel jeune du village avait été tué. Ils sont souvent en première ligne, les maires, quand ça se passe tous les ans, réellement. Plusieurs fois par an, les monuments aux morts de leur ville. Ils sont monuments aux morts et on n'est pas loin du 11 novembre. Donc je dirais qu'ils sont directement concernés parce qu'ils sont proches en fait des préoccupations, des souffrances aussi, le cas échéant, de leurs concitoyens. Donc pour vous, il a bien fait de dire, et aux maires notamment. Oui, vous n'avez pas l'impression que les maires, en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter que la Russie, c'est-à-dire qu'on est au Congrès des maires de France, et le gars déboule en disant attention, la Russie va attaquer. Je crois que les maires, vous discutez avec n'importe quel maire, ils ont des tas d'autres emmerdes que celle de la Russie. Je vois pas bien l'intérêt, moi, je comprends pas. Voilà, bon, on peut toujours avoir d'autres sujets à traiter que celui qui est traité. Je pense que c'est justement pour ça que c'est bien. Il est nécessaire, à un moment donné, on est très 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 loin d'être prêt, comme il l'a dit lui-même, à ce que nos enfants soient sacrifiés. C'est vrai que moi je suis père de famille et je suis pas prêt, donc on est tous dans cette situation. Il est normal qu'il nous avertisse. Je pense qu'il est dans son rôle. On est très 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 loin d'être prêt, y compris, on le sait, sans parler de conscription ou d'engagement des jeunes Français, y compris sur le plan technique. Alors la parole dans un instant à Benjamin Cauchy, qui est très sage, qui attend son tour, mais qui ne manquera pas de porter les stockades dans un instant. Tiens, et on peut aussi élargir le débat. Certains parlent de restauration, rétablissement d'un service militaire sur une base volontaire. Est-ce qu'on fait peur aux Français ou est-ce qu'au contraire on change d'époque et l'époque devient de plus en plus dangereuse? Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord avec nous ou avec les débatteurs, en tout cas au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord ou pas sur Sud Radio jusqu'à 11h30. On débat de l'actualité avec vous tous au 0826 300 300, d'où que vous nous appeliez. Vous avez tous la parole. On est avec nos débatteurs. Jean-Pierre Denis, journaliste écrivain, Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, ancien gilet jaune. On revient sur les propos du général Mandon, chef d'état-major des armées, je le rappelle, qui a dit devant des mers médusées, il faut se repréparer à perdre nos enfants parce que la menace russe est bien réelle. Je résume grossièrement le reste de son propos, mais c'est ce qu'il voulait dire. Les Russes s'arment, ils sont de plus en plus nombreux. Ils pourraient s'attaquer un jour à l'OTAN et les Américains se désengagent, ce qui veut dire que ce serait peut-être à nous de nous y coller plus tard et on n'est pas prêt aujourd'hui moralement. Benjamin Cauchy, à quoi êtes-vous prêt ? Je suis certainement plus prêt à écouter le général Mandon que d'écouter Emmanuel Macron. Et sur ce sujet-là, effectivement, Emmanuel Macron a toujours tendance depuis de nombreuses années à surfer sur les peurs, à surfer sur les guerres. Il a fait la guerre à l'Ukraine, il a fait la guerre au Covid. Surfer sur les peurs, c'est vraiment un peu dans son ADN, Emmanuel Macron. En revanche, quand le général Mandon intervient, alors est-ce qu'il a eu l'accord, est-ce qu'il n'a pas eu l'accord, est-ce qu'il s'est fait tirer les oreilles, qu'importe. Ce qui est fait. Et hier, donc, ce général a clairement exprimé cette nécessité pour notre pays, à défaut de vouloir entrer en guerre, au moins de montrer à nos ennemis que nous sommes prêts à nous défendre. Alors justement, je vous interromps pour que vous puissiez préciser votre propos, Benjamin. Je vous interromps juste pour que vous puissiez préciser votre propos, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Il faut qu'on montre à nos ennemis que nous sommes prêts à nous défendre. Mais de quels ennemis vous parlez ? Absolument. Hier, le général Mandon, devant les élus locaux, devant les maires, a clairement exprimé cette nécessité d'un réarmement moral, en fait. Évidemment, on entend parler depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, avec le chargement de la BITD, des bases industrielles, technologiques et de défense françaises, de quelques entreprises, et tout l'impact que ça génère dans l'économie de guerre. Il y a aussi cette nécessité d'un réarmement moral. Et ce réarmement moral, il l'exprimait hier clairement en disant que, en fait, nos ennemis vont regarder l'état de nos équipements, mais aussi l'état psychologique de notre nation à être prêt à partir dans un conflit concret ou pas concret. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, est-ce qu'on va avoir une guerre dans 4 ans. La question est de se dire, est-ce que les Français sont encore en capacité de comprendre, de se mobiliser et d'avoir conscience qu'effectivement on ne vit pas au pays des bisounours, que nous sommes dans une parenthèse enchantée de paix depuis plus de 80 ans. Et je crois que moi, je ne trouve pas ça déconnant, entre guillemets, qu'il intervienne auprès des élus locaux,
Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont eux qui font vivre le patriotisme à l'échelle locale. On parlait tout à l'heure des monuments. J'étais surpris cette année de voir autant de gens, plus de 80 personnes dans un village de 3000 habitants. J'étais assez surpris. Je demandais à un ancien si ça fait longtemps qu'il n'ait pas vu ça. Il m'a dit oui, mais malheureusement, c'est dans l'air du temps. Donc je crois que les Français commencent à se réarmer intellectuellement sur cette nécessité à se protéger. Encore une fois, montrer qu'on est capable de partir à la guerre ne veut pas dire qu'on veut y aller. Je comprends ce que vous dites, mais je vous repose ma question parce que vous m'avez pas répondu. Quand vous parlez de nos ennemis, vous parlez desquels ? On se réarme face à qui et face à quelle menace ? Face à différents impérialismes ou à dont les Russes, pour vous, du coup. Pour vous, les Russes font partie de nos ennemis. Si je vous demande juste de préciser le propos, j'ai pas de... Pas forcément, c'est pas forcément que les Russes sont nos ennemis ou pas nos ennemis, mais si demain, par exemple, les États-Unis décident de se soulager de son équipement militaire en Europe, on fait comment ? Et là on est à l'abri et nous devenons vulnérables vis-à-vis des Russes, mais vis-à-vis de toute velléité territoriale. Donc là pour le coup, je pense qu'il est sage pour nous aussi de se dire que pour continuer à vivre en paix, il faut qu'on soit prêt au pire. Prépare la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Arnaud Stéphane, vous y êtes la moue ? Oui, non, si vous faisiez la moue, oui, je vous ai vu. Sur la capacité à être prêt ou pas, je pense que c'est un vrai faux débat. En 1940, il y avait cette phrase, j'ai oublié l'auteur qui avait dit ça. Il avait dit la France a eu un immense soulagement après 38 au moment des accords de Munich, et la France en est rendue à la belote et à Tino Rossi. C'est-à-dire que les gens n'avaient absolument pas envie de se battre en 40, mais pas du tout. On avait de bonnes raisons à l'époque, on avait un souvenir très frais. Il n'empêche, on n'avait pas envie de se battre. Il l'a pas empêché que après l'occupation, l'effondrement de l'armée française en mai-juin 1940, le fait que notre territoire soit occupé, l'humiliation de la défaite, l'humiliation de la collaboration, et il y a eu une nouvelle génération de ces gens qui se sont engagés dans les forces françaises libres, et après qui ont continué la guerre jusqu'à la guerre d'Indochine, jusqu'à la guerre d'Algérie, parce que ce sont les mêmes, ce sont exactement les mêmes. Et ça a continué encore derrière. Il a fallu vraiment que l'armée française soit cassée structurellement. Par un travail d'influence, on parlait d'influence hors micro tout à l'heure, par un travail d'influence, on a détruit ce qu'était l'armée française. En 40, vous voulez dire ? Non. En 40, les Français n'avaient pas envie d'aller se battre. C'est comme ça, ils n'avaient pas envie d'aller se battre parce qu'il y avait le traumatisme. Pourtant, ils l'ont fait. Regardez les chiffres, le nombre de victimes, c'était... Non, mais le problème, il n'est pas là. Le problème est que nous n'étions pas préparés, nous pensions que nous étions prêts, nous n'avons jamais dépensé autant d'argent que dans la période de 39 à 1940, et pourtant nous sommes effondrés. Je dis simplement qu'il y a aussi une volonté psychologique et une volonté politique de nous préparer à ce qu'est éventuellement la guerre. Moi, je maintiens, comme on en disait tout à l'heure, c'est pas le bon endroit d'aller à la réunion des maires de France. Merde, si vous voulez faire de l'influence, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, on va en parler dans un instant parce que vous êtes toujours pas d'accord. Alors, quand c'est le moment, qui doit le dire ? Tiens, est-ce que le militaire a fait son métier ? Après tout, un pompier vous parle du risque d'incendie, le militaire vous parle du risque de guerre. On pourrait en parler dans un instant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez au 0826 300 300 ? Vous avez la parole, on vous la donne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 débatteurs et avec vous tous au 0826 300 300, prenez la parole. Benjamin Cauchy, Jean-Pierre Denis, Arnaud Stéphane et Mathias Leboeuf ne sont toujours pas d'accord. Est-ce qu'on cherche à nous faire peur ou pas ? Est-ce que le général Mandon a cherché à nous faire peur ou pas ? Est-ce qu'il était dans son rôle ou pas ? On termine rapidement ce sujet. Était-ce au chef d'état-major des armées de venir nous dire qu'il fallait qu'on se prépare à perdre nos enfants ? Ce que je veux dire, une chose toute simple, c'est qu'on a compris avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine que les armes, la technologie, c'était pas tout. Qu'il y avait aussi un facteur humain. Et le facteur humain, il est à la fois psychologique, c'est-à-dire que l'adversaire possible soit persuadé qu'on est prêt à y aller, mais c'est aussi quelque chose de très concret. En Ukraine, il y a beaucoup de gens qui meurent. Voilà. Donc c'est un aspect de la guerre, et la guerre, c'est pas juste quelque chose qu'on délègue, comme on a cru qu'on pouvait le faire en Afrique, à des militaires professionnels. Je sais pas si c'est le bon moment, mais moi je pense que c'est pas la bonne personne. Je vais paraphraser un grand philosophe, Michel Audiard. C'est curieux ce besoin qu'ont les militaires de faire des phrases. Oui, mais là, je dirais, c'est curieux ce besoin qu'ont les militaires de faire des phrases. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'armée a longtemps été appelée la grande muette, et aujourd'hui on a la grande bavarde. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Benjamin Cauchy est pas du tout d'accord.
Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est Mathias. Mais moi, je vais reprendre une phrase du général Gomard que j'ai entendue ce matin. Hein. C'est pas parce que le président surfe sur les peurs qu'on ne peut pas éviter de prendre conscience de cette nécessité de se préparer. Pour moi, c'était le bon endroit. Pour moi, c'était le bon interlocuteur. Et c'était le bon moment, tout simplement, parce qu'il y a une concordance avec la distribution d'un guide de survie qui s'appelle Tous responsables. Ouais. Et je pense qu'ils distribué par Matignon. Ils ont oublié d'être idiots. Et donc, je pense qu'il y a une concomitance, quoi, puisque forcément, les citoyens vont revenir légitimement vers leur élu de proximité pour leur dire, mais c'est quoi cette histoire? Effectivement. Donc, je pense que c'était le bon moment. Je pourrais vous montrer une autre citation qui était de Clémenceau. La guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée au sol militaire, par exemple. On dit la grande messe. Ouais. Parce non, mais si vous voulez, il faut quand même se dire une chose, pardonnez-moi, mais les militaires, on a toujours tendance à on les respecte. On respecte leurs valeurs, leur courage, leur dévouement, leurs compétences sur le plan de comment dirais-je, des nouvelles technologies, des modus de renseignement. On a une armée extrêmement puissante et extrêmement efficace. On est toujours à même de l'écouter lorsqu'elle fait des avancées technologiques, scientifiques, et on sait que nous avons une armée qui est forte et une industrie qui est forte. Pourquoi ne nous les construisons pas lorsqu'il nous prévient de nous prémunir, tout simplement? Arnaud Stéphane, un mot et on change de sujet. Non, la grande meute, c'était parce que je crois que c'est la bataille de Fontenoy. Les généraux parlaient, s'affolaient, et Louis XV s'est retourné et a dit « Messieurs, taisez-vous ». Oui, effectivement. Et depuis, les généraux ont appris à se taire. Et ça s'est terminé comment à Fontenoy, d'ailleurs? On a gagné. Exactement. Mais grâce à qui? Oui. Et grâce à qui? Aux Irlandais et aux Écossais engagés dans l'armée française. Surtout c'était contre les Anglais, les Hollandais. Voilà, exactement. Bon, ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. C'était une autre époque. Allez, restez avec nous. 0826 300 300, on change de sujet. Il n'y a pas qu'à l'étranger qui se déroulent des guerres. Il y a aussi une à l'intérieur. Une guerre de l'intérieur contre le trafic de drogue. Une guerre qui fait des morts et parfois même qui tue non pas des enfants, mais des frères quand vous vous battez contre le trafic de drogue. Amin Kessassi, le frère de Mehdi Kessassi qui a été assassiné la semaine dernière, s'est exprimé chez nos confrères de France Télévisions hier soir. Mon petit frère, il n'est coupable que d'une seule chose, c'est d'être mon petit frère. Ma voix, celle des familles de victimes, celle des gens qui connaissent cette douleur, celle des gens qui ont été touchés par l'histoire de mon frère, c'est de leur dire « levez-vous ». Battons-nous. Il faut aujourd'hui que plus de 100 000 personnes se mobilisent. Ce samedi, il y a une mobilisation sur le rond-point où a été assassiné mon frère à 15h. Et il va falloir qu'on soit des milliers à se lever. Parce que si on veut garantir ma protection, si on veut garantir la protection de celles et ceux qui se lèvent, il va falloir qu'on soit des milliers à porter cette voix. Parce qu'on ne pourra pas tuer tout un peuple. C'était Amin Kessassi. Je le rappelle d'ailleurs, il y a quelques heures, quelques jours en tout cas, il a enterré son frère muni d'un gilet pare-balles sous la protection du RAID. On en est là. Rendez-vous est pris à Marseille sur le rond-point de l'assassinat. Il espère des milliers de Marseillais et pas que d'ailleurs. Bon, on peut parler d'une guerre ou pas, Arnaud Stéphane, quand on entend ça? Ah bah de toute façon, il y a j'aime pas utiliser des termes tout le temps. Le dictionnaire des superlatifs, ça va quoi. Mais nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse avec la cartélisation du milieu, avec des bandes extrêmement violentes, extrêmement jeunes, qui utilisent exactement les mêmes méthodes qu'en Amérique du Sud, avec les sicarios, qui sont des jeunes à qui on donne de la drogue et de l'argent et ils vont exécuter des contrats. On voit que par exemple la DZ Mafia, qui est une des organisations qui se fait beaucoup connaître à Marseille, a quitté juste le métier de trafic de drogue et maintenant on fait du racket auprès des entreprises, etc. Donc on est très largement au-delà des frontières habituelles des petits trafiquants de Marseille qui bricolaient, qui se tiraient les uns sur les autres pour se garder un coin d'immeuble. On est vraiment sur des grosses non plus. Hein. On est sur des grosses affaires. Encore une fois, le trafic de drogue à Marseille, c'est vieux comme la French Connection. Donc faut se calmer. C'est pas un truc nouveau. Simplement, on a laissé faire pendant des années en achetant la paix sociale, etc. Bon, voilà. Et ça fait réagir. Et maintenant, on en est à la cartélisation de ces bandes. Et c'est un sujet qui était marseillais, mais qui fait réagir jusque dans le Tarn. Direction Castres, tiens, une autre ville militaire. On retrouve Romain au 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Romain. Est-ce qu'on est en guerre contre le trafic de drogue? Arnaud Stéphane dit non, il n'aime pas l'utilisation de ces termes. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a des jeunes qui tirent au fusil d'assaut en ville. Donc, si ça c'est pas la guerre, je sais pas. Donc, attaque militaire, réponse militaire.
au Salvador, ils ont tout éradiqué, tous les gangs, et le président a été réélu. Maintenant, en France, on est un pays qui est bienfaiteur, il y a les droits de l'homme, à un moment donné, pour des gens qui vendent de la drogue, qui tuent les enfants, qui menacent les vieilles et qui rackettent les entreprises, s'ils sont 8 en cellule, eh ben tant pis. Ouais, c'est déjà souvent le cas d'ailleurs, les 8 en cellule, quels que soient les crimes ou les délits qui sont commis dans les prisons françaises pour d'autres raisons. C'est là peut-être où il faut le distinguo, parce que monsieur tout le monde qui a fait une bêtise dans sa vie, qui se retrouve derrière les barreaux parce qu'il a fait une connerie sur la route, il n'a pas eu de bol, il n'a pas fait exprès, c'est pas le même cas. Non, ça c'est clair. D'ailleurs, souvent, c'est pas la même peine, ceci dit. Et effectivement. Vous, en tout cas, vous reprenez l'exemple carrément du Salvador avec le président Bukele, connu pour être extrêmement autoritaire, virulent, voire violent, avec un traitement très violent du narco-banditisme au Salvador qui a une autre ampleur qu'à Marseille. Si ça allait pas, il l'aurait pas réélu. Oui, effectivement. Bon, d'un autre côté, quand vous mettez vos opposants en prison, c'est plus facile de vous faire réélire. Et ceci dit, vous avez raison, mon cher Romain. Il y a une situation qui semble être hors de contrôle. D'ailleurs, pas très loin de Castres, par exemple à Nîmes, c'est pas si loin de Castres. Et vous le connaissez notamment. C'est partout. C'est partout. Même Castres, c'est une petite ville, c'est rien du tout à côté des délinquants. Moi, j'arrive même plus à aller à Toulouse. Pourquoi ? Je veux plus y aller. Pourquoi ? Je veux plus y aller. Parce que la nuit, tu regardes avec t'avances avec des rétroviseurs. Oui, ça c'est vrai. Bon, après, il faut toujours aller à Toulouse. C'est une ville magnifique. Moi, j'arrive de Toulouse et j'ai pas vu le chaos, je vous rassure. C'est vrai qu'entre Castres et Toulouse, on fabrique les meilleurs humoristes du monde. Ça, c'est vrai. Et on rappelle leur nom d'ailleurs, mon cher Romain. Les Chevaliers. Voilà, les Chevaliers du Fiel qui sont sur Sud Radio, tous les jours à 17h et tous les matins dans le matin Sud Radio. Désolé, il fallait le dire. On les embrasse très fort. Les Chevaliers reviennent tout à l'heure à 17h. Pour recentrer le débat, je pense que là, clairement, il faut que l'État se monte les manches et que les parlementaires modifient la loi pour des conditions exceptionnelles. Oui, effectivement. Bon, écoutez, en tout cas, on en débat avec vous. Vous faites réagir en studio, puisque après tout, c'est normal. L'émission s'appelle Mettez-vous d'accord. Mathias Leboeuf. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Arnaud sur cette cartélisation qui est extrêmement inquiétante. Moi, je considère que c'est une des principales menaces aujourd'hui sur le territoire français, que c'est très inquiétant et que justement ce meurtre qu'on a appelé un meurtre d'avertissement, c'est ce qui est quand même une appellation assez curieuse et est un symptôme supplémentaire de cette cartélisation. Alors après, comment on lutte contre ça ? C'est très compliqué puisque notamment les têtes de ces cartels sont en général à l'étranger, pas forcément en France. Je crois qu'on n'y arrivera pas si on ne s'attaque pas à l'économie de la drogue d'une façon radicale et aux flux financiers. Tant qu'on n'arrivera pas à tarir les flux et à assécher les flux financiers qui sont énormes, qui sont colossaux de ce trafic, l'économie parallèle qui est nourrie par ce trafic continuera à subsister et avec l'insécurité et tous les problèmes qui peut y avoir. Alors juste un mot pour revenir sur les propos d'Amine Kessassi qui a dit non, c'est pas, il l'a dit hier sur France 2, c'est pas un crime d'avertissement, un crime politique d'avertissement parce qu'un avertissement vous laissez une chance. Là on a tué mon frère, c'est ce qu'il disait. Il a raison. Alors, en l'occurrence, je pense que c'est lui qu'on a voulu avertir et c'est à lui qu'on dit maintenant t'arrêtes de militer et tu te tais, sinon c'est toi qui vas y passer. Et je voulais juste dire en complément, pour le coup, l'intervention du président Macron sur les petits bourgeois de centre-ville qui alimente le trafic, ça me paraît complètement hors sol et complètement non mais qu'on puisse pénaliser les consommateurs, pourquoi pas, effectivement ça peut faire déjà le cas, ça peut faire partie à minima quand même, et on pourrait avoir des mesures de pénalisation des consommateurs beaucoup plus fortes, ça, à en discuter, mais cibler les petits bourgeois de centre-ville, c'est-à-dire finalement aujourd'hui la drogue elle est partout, elle est dans les zones rurales, elle est dans les cités, elle est dans les centres-villes, elle est même chez les seniors, donc rendez-vous compte. Je vais vous faire écouter Louis Alliot, le maire de Perpignan, maire Rassemblement National de Perpignan. On va l'écouter dans quelques instants. Il était ce matin l'invité de Jean-François Aquili. Avec lui, on a notamment parlé du trafic de drogue et il n'est pas toujours là où on l'attend. On connaît un rayon autour de lui, j'en sais rien. Vous pensez, quand vous dites ça, vous pensez qu'il y a des politiques parmi ces bourgeois, Louis Alliot ? Ah ben moi je suis persuadé que dans le monde politique, c'est un fléau répandu. Voilà. C'est un fléau répandu. Répandu ? Oui. Chez les politiques ? Oui. Pourquoi on s'en occupe pas ? Moi je me souviens de la... Pourquoi vous dites ça ? Vous avez d'expérience ? Vous savez ?
je tairai, mais vous vous souvenez de Madame Voynet? Dans tous les partis, y compris au Rassemblement national, il peut y avoir de la consommation de drogue. Mais vous savez, nous sommes tous des êtres humains et tous avec des forces et des faiblesses. Et il est évident que le fléau de la drogue touche tout le monde et très certainement, sans en avoir pu vérifier moi-même la réalité, des gens qui peut-être sont pas très loin de moi, oui. Partout, dans tous les partis. Partout. Quand je vous dis c'est un fléau et c'est massif, je pèse mes mots parce que je le vois partout dans ma ville. Et je voudrais rendre hommage à Jean-François Aquili pour sa question, à Louis Alliot pour sa sincérité, puisqu'il a le courage de reconnaître qu'il y a des consommateurs de drogue dans le monde politique, y compris dans son propre parti, le Rassemblement national. J'ai vu Benjamin Cauchy écarquiller les yeux lorsqu'il a entendu ça. Il va réagir dans un instant. Mettez-vous d'accord avec nous au 0826 300 300. On est toujours avec Romain aussi, depuis Castres sur Sud Radio. On vous donne la parole dans un instant, vous aussi Romain. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Et qu'est-ce que tu penses des grèves d'Air France? Je suis pour. Et pourquoi? Parce que je prends pas l'avion. Ah ouais. C'est pas comme moi, j'aime bien parler avec toi, tu vois. Ouais. Tu crois qu'on est con parce qu'on boit ou qu'on boit parce qu'on est con? L'alcool et la connerie, c'est comme les scènes de ménage. Je ne sais pas qui a commencé, mais c'est très dur de s'arrêter. Les Chevaliers du Fiel, à 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec Jean-Pierre Denis, Arnaud Stéphane, Mathias Leboeuf. On est aussi avec Romain, toujours depuis Castres, au 0826 300 300, et Benjamin Cauchy. En un mot, Romain, parce que je vous ai gardé ce que vous avez entendu sur Sud Radio. D'abord, vous ne pouviez l'entendre que sur Sud Radio. Louis Alliot qui reconnaît qu'il y a de la drogue dans tout le monde politique, y compris près de chez lui, au Rassemblement national. Ça vous évoque quoi avant de faire réagir Benjamin Cauchy? C'est logique, puisque c'est le problème, il est universel. Ça démarre à l'école maternelle, jusqu'à toutes les strates de la société. Ce qui fait que ça génère tellement d'argent. On se demande s'ils n'ont pas plus de moyens que la police. Donc, à un moment donné, il va falloir sortir les grands moyens. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sous, qu'on est endetté, que si, que machin. Il faut voir les priorités. Est-ce que si on veut faire la guerre demain, la priorité, c'est pas de sauver nos enfants et d'assainir le pays. Et c'est incroyable de voir qu'on peut tirer à la mitraillette en ville, tuer des enfants, se rouler dans des voitures à 80 000 euros sans avoir un emploi et que personne ne nous demande des comptes. Moi, si j'ai un train de vie qui va aller au-dessus de mes moyens, il y a quelqu'un qui va s'en apercevoir, on me tombe dessus, c'est normal. Écoutez, vous l'aurez dit en tout cas sur Sud Radio. Merci d'avoir pris la parole depuis Castres dans le Tarn. Romain au 0826 300 300. Benjamin Cauchy, pas très loin de Castres d'ailleurs pour vous, je crois. Ah oui, à quelques encablures, et je salue les castrés qui nous écoutent et qui sont en train de m'écrire d'ailleurs en me disant c'est quand même dommage qu'on parle de notre ville en parlant de la drogue, mais c'est un fléau qui touche, et pour rebondir sur ce qu'a dit Louis Alliot, ça touche toute la France et ça touche toutes les couches de population, tous les niveaux sociaux. Le fait que le prix ait baissé a rendu malheureusement très cyniquement a démocratisé l'usage de la drogue. Et effectivement, Louis Alliot, lorsqu'il évoque le fait qu'il y ait des gens dans les partis politiques qui consomment, et c'est une évidence, comme dans tous les strates de la société. Donc c'est juste de l'honnêteté intellectuelle de la part de Louis Alliot. En revanche, j'en ferai pas l'affaire dans l'affaire. La question, c'est de se dire comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait moins de trafic dans notre pays. Et pour le coup, moi, la question qui se pose, c'est celle de l'approvisionnement. Et on peut dénoncer et taper sur les consommateurs, on peut essayer de démanteler les trafics, mais tant qu'il y a du matos qui rentre, on va être de façon très problématique dans notre pays. Juste vous donner un exemple, en fait. Vous savez peut-être pas, dans les grands ports internationaux, dans les ports à eau profonde, un peu partout sur la planète, y compris dans les projets actuels en Amérique du Sud, il y a forcément des scanners à containers qui sont mis en place dans ces grands ports qui gèrent des milliers de containers par an. En France, nous ne disposons que d'un seul scanner un container. Donc lorsqu'il est au Havre, il n'est pas à Marseille, il n'est pas à Sète, il n'est pas ailleurs. Et donc en fait, la réalité, c'est que effectivement, peut-être parce que nos politiques consomment un peu trop, mais en tout cas plus sérieusement, devraient s'atteler aussi à mettre en place des outils de détection pour limiter l'approvisionnement. Il faut contrôler les frontières. C'est le sujet, c'est le malheur du XXe siècle de notre pays, c'est qu'on n'a pas été capable de contrôler les frontières. Donc tout rentre aujourd'hui. Donc si on veut assécher le trafic, et si on veut faire que des aides mafias se recyclent en aide à domicile, il faut leur couper les vivres. Écoutez, vous l'aurez dit aussi sur Sud Radio, Benjamin Cauchy. On change de sujet et on parle d'un dossier de censure. Alors vous êtes tous bricoleurs, je pense, autour de cette table. Ça vous est arrivé de monter une étagère, de bricoler quelque chose? Vous êtes peut-être passé chez l'enseigne Leroy Merlin, l'une des principales enseignes de bricolage. Cette enseigne diffusait des publicités sur le site
Internet de droite. Frontières, ça a été décelé par des militants de gauche qui s'appellent les Sleeping Giants. Ce sont des Français, même si le nom est en anglais. Ils ont sommé Leroy Merlin de retirer ses pubs parce que pour eux c'est un site d'extrême droite, raciste et compagnie. Leroy Merlin a obtempéré. Du coup, Leroy Merlin se retrouve au centre d'une polémique. Est-ce que c'est une tentative de censure contre un site d'information engagé ou pas? Benjamin Cauchy, tiens. Oui, j'ai trouvé ça fort dommageable de la part de Leroy Merlin de s'engager dans le débat politique, en fait. Lorsqu'ils paraissent sur le site de Libération, qui il y a encore quelques dizaines d'années faisait la promotion de la pédophilie, aujourd'hui ils n'ont pas d'état d'âme, a priori, à faire ça. Lorsque vous avez l'Humanité qui titrait merci Staline et merci les Khmers rouges, a priori ça gêne personne d'avoir des bandeaux de Leroy Merlin sur le site de l'Humanité. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi balayer devant sa porte. La liberté d'expression, elle compte, et pour le coup le fait de répondre a engagé Leroy Merlin dans une politisation, et c'est quand même assez regrettable lorsque l'on se veut d'être un commerçant de proximité et réputé dans le pays, de se couper d'une partie de son comment dirais-je, de l'électorat, mais du coup de consommateurs. Voilà, donc c'est extrêmement dommageable. Donc c'est pas grave, on ira chez Castorama, hein, c'est tout. Bon, écoutez, vous choisissez les enseignes que vous voulez. D'un autre côté, une marque marché, comme ça on a cité 3, on est tranquille. Voilà, exactement, et les uns et les autres, mais vous allez où vous voulez, Maxouti aussi, pourquoi pas. Mais après, une marque a le droit aussi de choisir les endroits où elle diffuse ses publicités, pourquoi pas. Moi j'en ai franchement... Oui, moi j'en ai franchement ras-le-bol de cette veille constante, de ces inquisiteurs, de ces gens qui viennent regarder partout, dans tous les recoins, si vous n'êtes pas l'homme qui a vu l'homme, qui a connu l'homme, qui a travaillé avec l'homme, qui est le voisin d'eux, etc. Il faut quand même rappeler d'abord que ce sont des pubs qui sont pas décidées par l'entreprise en question. Hein. En fait, ce sont des flux en fait qui se produisent. C'est pas Leroy Merlin qui s'est dit tiens, on va aller placer notre pub chez Frontières. Et j'insiste là pour le dire. À mes yeux, peu importe la ligne éditoriale de Frontières, c'est très très éloigné de mes idées, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et je trouve qu'on a chaque jour pratiquement, on a quelqu'un qui veut interdire à l'autre de s'exprimer. Chaque jour, on a quelqu'un qui veut décider à votre place ce que vous pouvez lire, là où vous pouvez consommer, ce que vous pouvez penser. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date pas de cette histoire. C'est un phénomène. Ouais, c'est une volonté de censure qui est partout. Moi, je suis assez attaché, même très attaché, c'est même l'essentiel de mon combat, aux libertés publiques. Ouais. Et je pense que Leroy Merlin a eu tort de se coucher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas céder face aux intimidations. Et ça n'a aucun rapport, à mes yeux, avec le média en question. Je tiens à le dire. Mathias Leboeuf. Alors, je suis en total désaccord avec ce qui vient d'être dit, sauf le départ, c'est qu'effectivement, pour bien comprendre cette affaire, il faut comprendre que cette publicité n'a pas été décidée par Leroy Merlin, et qu'effectivement, c'est des publicités, c'est des packages, et c'est des publicités au hasard sur différents sites. Que les Sleeping Giants alertent Leroy Merlin en leur disant attention, là, vous financez finalement un média qui est un média dangereux, au sens où on peut considérer que le média Frontières est un média plus que radical et qui propage un discours de haine permanent, que Leroy Merlin retire ses pubs et une attitude responsable et citoyenne en ne voulant pas cautionner un discours. Monsieur Cauchy a rappelé un peu outrancièrement, Benjamin a rappelé un peu outrancièrement Libération et la pédophilie. On aurait un média qui justement ferait l'apologie aujourd'hui de la pédophilie. Ce serait interdit aujourd'hui. Ça serait interdit, mais ou à minima. C'était une autre époque. Ça me paraîtrait normal que la publicité soit retirée. Là, c'est pareil. Moi, je considère que Frontières est un média haineux, est un média qui propage en permanence un discours qui vise à la discrimination, et je comprends la décision de Leroy Merlin. Après, vous n'êtes pas personne obligée d'aller lire Frontières, ça c'est bien sûr, bien sûr. Non, mais que Frontières existe, je dénie pas à Frontières le droit d'exister. Non, mais quand vous encouragez à la disparition, merci de votre bonté. Quand on encourage à la disparition de la pub, je ne savais pas que Benjamin Cauchy travaillait pour Frontières, mais bon, c'est au moins les lignes sont claires. Je ne travaille pas pour Frontières, mais en revanche, je suis un citoyen éclairé.
et je n'ai pas besoin d'avoir les recommandations d'un philosophe de gauche pour savoir ce que je dois lire. C'est philosophe de gauche, c'est pas une insulte, hein. Merci de rappeler. Je ne considérais pas comme tel. Mais juste, moi, je trouve pas comme tel. Après, je trouve que... Parce que finalement, c'est la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Et on demande aux entreprises de faire de la politique. On demande aux entreprises d'être soucieuses de l'environnement, d'être soucieuses de l'écologie, d'avoir un engagement sociétal. Ça peut en faire partie. Et je comprends qu'une entreprise n'ait pas envie d'alimenter un discours. Le RSE a été la machine de guerre inventée pour obliger les entreprises à faire de la politique. 2 secondes, je vais traduire. RSE, responsabilité sociale et environnementale. Des entreprises. La RSE. Et la RSE, c'est ce qui oblige les entreprises à faire de l'inclusivité, des journées queer dans le bâtiment. Ouais, enfin, vous caricaturez. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, mais dites pas des bêtises. Voilà, ne dites pas des bêtises, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le RSE, au début, c'était ça, et très vite, c'est devenu une machine de guerre. Je vais vous donner un exemple. Une très grande entreprise française, dans son, j'ai la photo, donc je vous la montrerai après. Dans la salle où il y a ces machines à café, idée reçue, une entreprise, c'est laïque. Pour expliquer que non, il y a la diversité, on peut avoir des salles, on peut avoir des accommodements acceptables dans l'entreprise, etc. Immense entreprise française. Voilà ce qu'elle fait avec le RSE. Et quand je vous dis les histoires d'inclusivité queer dans le bâtiment et le travaux public, c'est vrai. Quand vous avez le général Mandon, vous citiez tout à l'heure, qui explique que dans des unités d'élite dans l'armée française, on les a obligés à faire des rampes avec des toilettes pour handicapés, il se pose quand même des questions parce que c'est quand même des régiments d'élite. Il y a des limites à la folie furieuse qu'impose ce truc-là. Ensuite, qu'il y ait des cas aberrants, tout le monde en convient, mais le cas aberrant n'invalide pas vous avez fait la fortune d'agences de communication. Il y en a une célèbre qui est tenue par un historien. Ils ont fait la fortune d'un certain nombre d'opérateurs qui ont fait des journées non mixtes dans les entreprises. Donc des trucs pour comme ça, vous, les entreprises ne doivent pas faire de politique, si j'ai bien compris. Arnaud Stéphane, on continue à en débattre. Vivement qu'il y ait des active dwarfs pour lutter contre les sleeping giants. Bon, active dwarfs, ça veut dire des nains actifs, si j'ai bien compris votre traduction. En tout cas, personne de petite taille. Allez, restez avec nous. Mettez-vous d'accord. Vous avez vu, ils sont toujours pas d'accord. 0826 300 300. On en débat toujours juste après les infos de 11h. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mais oui, ça arrive, mettez-vous d'accord, 11h04 sur Sud Radio. On débat de l'actualité avec Arnaud Stéphane, que vous entendiez il y a quelques minutes, qui était très en verve d'ailleurs, fondateur de l'agence La Note de Com. Mathias Leboeuf est avec nous, journaliste et philosophe. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, créateur de la lettre d'information Théo Politique, et Benjamin Cauchy en duplex depuis le Sud-Ouest sur Sud Radio, chef d'entreprise et un des premiers gilets jaunes. Vous tous, vous avez la parole au 0826 300 300. Les entreprises doivent-elles faire de la politique? Le roi Merlin en a-t-il fait en abandonnant ses pubs sur le site de droite dure Frontières? Voilà, c'est un peu notre débat. Arnaud Stéphane disait qu'il fallait que les entreprises arrêtent de faire de la politique et en gros qu'elles fassent leur business à droite, à gauche, n'importe où elles devaient le faire, alors que Mathias Leboeuf n'était pas du tout d'accord. Vous vouliez réagir de votre côté, Jean-Pierre Denis? Mais le problème n'est pas que les entreprises fassent de la politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous dire comment vous devez penser et comment vous devez agir. On s'est débarrassé des directeurs de conscience et on en a retrouvé des milliers. Ils sont anonymes en plus, vous avez remarqué, on ne sait pas trop qui est derrière ce mouvement. Je trouve ça vraiment insupportable. Les Sleeping Giants qui ont poussé le roi Merlin à retirer ses pubs du site d'information. Non mais récemment, je prends de notre exemple, récemment, il y a un spectacle qui tourne en ce moment qui s'appelle La Dame de Pierre. C'est un spectacle culturel autour de Notre-Dame. Il fait carton plein dans tous les zéniths de France, c'est un très gros succès, mais récemment il y a eu des tentatives d'interdire, d'empêcher ce spectacle parce qu'il y aurait peut-être un lien avec, en l'occurrence, Monsieur Stérin. Non, mais je veux dire, ça devient réellement pénible et les universitaires peuvent plus parler dans les universités, les entreprises sont mises sous surveillance. Enfin, la liberté de commerce, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'affichage, la liberté de s'engueuler, c'est
fondamentale dans une république. La cité de l'histoire, la cité de l'histoire, même problème que pour le spectacle auquel vous faites allusion, qui est un très beau spectacle que j'ai vu. Je ne savais absolument pas que c'était éventuellement lié à qui que ce soit. J'avais emmené ma fille, puis si elle voulait qu'on lui raconte l'histoire de Notre-Dame, et c'était au Palais des Congrès, et c'était très beau, et c'était très chouette. Mais voilà, comme quoi, en revanche, Mathias Leboeuf... Non, alors, je suis à la fois d'accord, c'est-à-dire que vivre dans une société de censeurs et de chiens de garde, quel que soit le bord d'ailleurs, c'est insupportable, bien évidemment. Et la liberté d'expression doit être garantie et probablement la plus totale. Et est-ce qu'on la garantit quand on pousse les annonceurs à retirer leur pub d'un site internet ? Néanmoins, on peut aussi avoir une forme de responsabilité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation pour une enseigne, je parle, à financer un média sur lequel elle ne partage pas les valeurs. Donc c'est une question de juste milieu. Encore une fois, effectivement, vivre dans un monde où on ne peut plus rien dire et où tout est verrouillé, c'est insupportable. Laisser faire n'importe quoi, c'est insupportable aussi. On n'est pas obligé de faire des lettres de dénonciation non plus. Non, je ne suis pas pour les lettres de dénonciation, bien évidemment. C'est un peu ça, il évidemment. Et si Frontières... Mon voisin écoute Frontières, quoi. Et si Frontières, qui est un média à peu près à l'opposé de tout ce que je pense, si Frontières a publié des contenus qui sont contraires à la loi, qu'on les poursuive sur cette base-là. Ça a été le cas. Qu'on les poursuive sur cette base-là. Il y a eu un certain nombre de condamnations du responsable de la rédaction. Non, mais alors, on peut dire que les entreprises n'ont aucune responsabilité sociétale. C'est pas faire de la politique, c'est encore une fois, c'est ne pas contribuer à propager des valeurs avec lesquelles on est en désaccord. Louis Alliot a réagi à ce sujet d'ailleurs ce matin, également. Il était l'invité politique, de Jean-François Aquili dans le Grand Matin Sud Radio. Qu'elle se soumet aux injonctions de l'extrême gauche et que les patriotes en allant acheter de l'outillage ou du matériel regarderont de plus près aller à Leroy Merlin ou ailleurs. Leroy Merlin a tort, l'enseigne. Et bien sûr, c'est commencer à vous soumettre à ce genre de choses, ça s'arrête où ? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Ça veut dire que ces gens sont trop prudents, à mon avis, et que finalement, ils ont le double effet, c'est l'effet boomerang. Ils ont cru bien faire en enlevant cette pub, et ils s'aperçoivent aujourd'hui que ça crée un scandale presque national, et qu'ils vont être victimes de leur propre scénario. Benjamin Cauchy, qui lève le doigt sagement. Oui, en fait, je pense qu'il faut qu'on distingue deux choses. La politique du partisanisme. Et un chef d'entreprise, une entreprise fait forcément de la politique parce qu'elle est un acteur économique. Même la vôtre ? Qu'elle verse de la CFE, qu'elle est employeur, donc elle respecte la réglementation en termes de droit du travail, parce que elle a également une emprise foncière dans l'aménagement du territoire, parce que elle génère une activité que derrière, pour un magasin de bricolage, vous avez des sous-traitants et un tissu artisanal qui en répand. Donc finalement, une entreprise comme Leroy Merlin a de toute façon un pouvoir politique qui est celle d'être un acteur économique. En revanche, ce qu'on va reprocher à une entreprise, c'est de tomber dans le partisanisme. Et c'est pas tant le fait que Leroy Merlin dise on veut, comme Leclerc le fait, on veut plus de pouvoir d'achat, on veut moins de fiscalité. Là, on rentre dans un sujet qui est communautariste et partisan. Et c'est ça, finalement, le véritable problème. Qu'une entreprise fasse de la politique, je crois que sur les plateaux, depuis plusieurs semaines, on entend grandement des petits, il n'y a pas de petits, il y a des patrons de petites ou de grandes entreprises qui s'expriment pour dire attention, nous aussi on a besoin de se mêler de la politique parce que c'est la vie de nos entreprises qui en dépend. Ça c'est légitime. En revanche, le partisanisme, là pour moi, ça a été le dérapage. Voilà. Mais écoutez, vous l'aurez dit aussi. Il est 11h10 sur Sud Radio, place au coup de gueule. Et justement, vous en avez un, Benjamin Cauchy, contre la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On va dire que le fil rouge de l'émission, c'est peut-être la liberté d'expression. Oui. Puisque dans un article du Parisien, j'étais surpris de voir que Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait écrit à chaque président de groupe pour leur demander, afin de ne pas stigmatiser les députés absents, fermez les guillemets, d'arrêter de
de prendre en photo les bancs vides de l'Assemblée nationale. Et donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée, puisque le premier étage de la fusée était, il y a quelques jours, le fait d'avoir reproché notamment à Julien Audoul d'avoir pris en photo des personnes du public. Donc la présidente de l'Assemblée nationale demande à ce que, pour ne pas créer plus de tensions et de distanciation entre l'opinion publique et l'institution d'une part, et éviter de stigmatiser soit des agents, soit des personnes du public ou des députés absents d'autre part, qu'il convenait de ne plus prendre des photos au sein de l'hémicycle. Bon, je trouve petit coup de gueule. Je pense que le pays a 3500 milliards de dettes. Si la priorité, c'est encore de savoir qui a le droit de poster sur Instagram ou sur TikTok, ça devient plutôt pathétique. Donc, encore une fois, déçu. Voilà. Arnaud Stéphane, vous avez été attaché parlementaire dans une vie antérieure. Assistant parlementaire. Attaché, c'est pour un ministre. Oui. Moi, je suis pas pour l'utilisation des réseaux sociaux au sein de l'hémicycle. Je trouve que ça va bien, quoi. Il y a un moment donné, on doit se concentrer sur son travail et pas être en train d'être en train. J'ai fait ça, je suis merveilleux, j'ai tellement bien défendu. Dans 2 minutes, je vais parler. Dans 3 minutes, je dis quelque chose. Dans 4 minutes, je fais un exclandre. Non, ça va bien. Après que Braun-Pivet nous explique qu'il faut pas que les gens prennent des photos. On est dans l'épure de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. C'est-à-dire que on est sur cette immense dictature de l'immédiateté. Je suis député, il faut que je dise tout de suite ce que je fais immédiatement. Et je montre que mes voisins sont je montre que j'ai mangé des spaghettis, que je suis allé, que j'ai bu de l'eau, que j'ai mangé 5 légumes par jour. Et puis la présidente qui est obligée de réagir en disant non, ne stigmatisez pas les gens parce qu'ils ne sont pas là, parce que ça pourrait être mauvais pour nous. Mais elle rentre elle-même dans cette logique des réseaux sociaux. Que les débats soient filmés sur la chaîne parlementaire. On va pas dire que c'est celle qui explose les audiences. Si les gens voulaient voir ce qui se passait à l'Assemblée nationale, ils regarderaient la chaîne parlementaire. Elle est très bien faite. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui regardent ce qui se passe, y compris dans les commissions. Et puis, et le public, si le public n'a pas envie de se faire photographier, qu'ils ne viennent pas, parce que pour la bonne et simple raison, c'est que le député a le droit de faire une photo s'il veut. C'est pas interdit par le règlement. Et qu'en plus ils sont filmés en règle générale, et que notamment ils sont filmés par les caméras dans l'hémicycle et par la chaîne parlementaire, donc ils peuvent se retrouver en effet en plan large ou en plan serré sur les différentes chaînes internes ou externes de l'Assemblée nationale. Allez, Jean-Pierre Denis est avec nous, il a un coup de gueule aussi, je le rappelle, contre un évêque. Oui, moi j'ai consacré mon enquête de théopolitique cette semaine à ce qui s'est passé à Verdun. Vous savez, il y a eu cette messe qui a été demandée et célébrée par une association qui milite depuis très longtemps pour la réhabilitation de la mémoire du maréchal Pétain. C'était une messe pour le repos de l'âme, je cite, pour le repos de l'âme du maréchal Pétain. C'est ainsi qu'elle a été amenée. Oui, alors, sauf que c'est devenu une messe pour Pétain. Et c'était inéluctable. Parce qu'en fait, la subtilité que vous évoquez, vous êtes visiblement des très très bons connaisseurs des détails de la théologie catholique. Évidemment, c'est normal de prier pour les défunts. Ça, c'est la base même c'est le boulot des curés, c'est le boulot des fidèles. Enfin, c'est le cœur du business, si vous me permettez cette comparaison. Donc c'est normal de prier pour les défunts, et spécialement pour ceux qui en ont besoin. Certainement que le maréchal Pétain en a particulièrement besoin. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cet événement allait nécessairement déboucher sur une instrumentalisation politique. Donc on peut très bien célébrer une messe en privé, dans une chapelle privée. On peut même la célébrer sans prononcer le nom de la personne. Tout ça existe dans le droit canon, c'est-à-dire le droit de l'Église. Mais c'était inéluctable. Et alors là, on a eu un combo extraordinaire, parce que vous avez le maire de Verdun qui en a fait des tonnes en essayant d'interdire cette messe pour trouble à l'ordre public. Vous voyez, l'esprit de censure, en fait, il est absolument partout. Il n'y avait évidemment pas de trouble à l'ordre public. C'était une vingtaine de nostalgie de Pétain, un peu, vous voyez, j'allais dire c'est presque du folklore, tout ça. En tout cas, c'est insignifiant. C'est du folklore qui a donné l'ouverture de plusieurs enquêtes pour propos. Oui, mais alors les enquêtes, je ne sais pas trop ce qu'elles vont donner. Moi, je pense qu'elles ne vont pas aboutir. Mais je pourrais développer, mais je ne suis pas sûr que ce soit le sujet ici. Non, tout ça, voilà. Et finalement, le tribunal administratif a dit non, cette messe peut avoir lieu. Bon, donc manifestation, contre-manifestation, déclaration plus ou moins débile. On se met à chanter Maréchal nous voilà. Enfin, c'est des gens qui sortent. C'est un cirque, les gens sortent de nulle part. Et moi, je dis l'évêque
de Metz, parce qu'en fait c'est l'évêque de Metz qui aujourd'hui s'occupe par intérim du diocèse de Verdun, ne pouvait pas l'ignorer, et c'est grave parce que ça accrédite l'idée qui est complètement fausse historiquement que l'Église catholique, elle était pétainiste, elle était derrière Pétain. Il y a un grand sujet que je connais très bien, c'est que en fait l'Église catholique, elle a été aussi très engagée dans la résistance, par exemple le cardinal Saliège, et je trouve ça dommageable. Alors cette pourquoi confusion. cet évêque a autorisé cette messe dans une église en public pour la première fois, alors que tous les ans c'était dans une chapelle presque privée avec 3 pétainistes qui se recueillaient Alors je pense qu'ils ont été chassés de Douaumont, qui était un lieu qui était aussi un lieu symbolique, mais personne n'en parlait. Et puis on a changé d'époque. On est aujourd'hui dans une époque justement où les événements privés de toute façon deviennent publics, et c'est ça le grand changement. Donc une messe célébrée, oui, pourquoi pas. Bon, mais il y a aussi quand même un projet politique derrière cette messe. C'est pas juste une messe, c'est évidemment l'idée que le Pétain de 1940, bon, il y a un petit peu un problème, alors on va mettre en avant le vainqueur de Verdun, ce qui est d'ailleurs historiquement assez contestable, parce que c'est plutôt le général de Castelnau qui a été le vrai stratège de Verdun. D'ailleurs, pendant ce temps-là, il a été fait maréchal de France quand même. Oui, mais pour des raisons aussi politiques, parce que l'étoile de Joffre pâlissait. Il a été condamné, il a perdu ses titres, et notamment celui de maréchal. On devrait dire le général si on restait factuel. C'est vrai, mais le général de Gaulle a réglé le problème. En 1966, il a été à Verdun, il a fait un très beau discours, et dans ses mémoires, c'est là où il parle de la vieillesse c'est un naufrage, il parle du maréchal Pétain, et il dit le maréchal Pétain, et c'est le général de Gaulle, donc on va juste rien dire après le général de Gaulle sur ce sujet, et il avait une bonne raison, c'est que lui, il a été condamné à mort par le maréchal Pétain, donc il le connaissait très bien, et il a des liens, forcément, oui, et puis si son fils s'appelait Philippe, de Gaulle, c'était pas pour rien non plus. Mais il se trouve que cette histoire est, encore une fois, c'est le cirque. Évidemment que c'est le cirque, c'est l'ADMP, l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, le parti de la France aussi, d'anciens dissidents du Front National. Ils sont 4 et demi. Il y a un côté provoque et agite-propre. Ça ne fera absolument pas bouger les lignes sur quoi que ce soit en France. Il n'espérait pas avoir une telle couverture médiatique. C'est l'effet Streisand, ça s'appelle. C'était cadeau, effectivement. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Benjamin Cauchy, Jean-Pierre Denis, Arnaud Stéphane, Mathias Leboeuf, mettez-vous d'accord avec eux à suivre les coups de cœur et les coups de gueule de nos débatteurs. On va parler de Meta, le groupe de Facebook qui en Australie voit les moins de 16 ans se faire interdire de réseaux sociaux. On en parle dans un instant. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 débatteurs, Arnaud Stéphane, Benjamin Cauchy, Jean-Pierre Denis et Mathias Leboeuf. Direction l'Australie. L'Australie qui voit Facebook interdire tous ses réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ça vous vaut un coup de cœur ou un coup de gueule, Arnaud Stéphane ? Eh ben, c'est un coup de cœur. Non. C'est un coup de cœur. La loi de la censure. Alors, c'est pas là en l'occurrence. C'est pas une censure. C'est comme pour l'utilisation, l'utilisation de l'alcool ou des sites pornographiques. Et à un moment donné, il faut quand même mettre de l'ordre là-dedans, et que des enfants de 13 ou 15 ans étaient exposés à des images extrêmement violentes, ou des images sexualisantes, ou liées à des problèmes sur l'utilisation de la drogue, ou l'extrême maigreur, ou des... Vous avez tout ça sur Facebook, vous ? Ou pousser notamment sur Instagram. C'est pas que Facebook, c'est Facebook et Instagram. Et il se trouve que Instagram, l'hypersexualisation, ça c'est un fait. Le fait de se montrer tout le temps, le fait de en maillot de bain, etc. L'extrême maigreur, ça peut être aussi un problème sur Instagram, etc. Le gouvernement australien a fait une loi extrêmement restrictive en expliquant que il y avait des dangers qui pesaient sur ces 13-15 ans, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils se sont basés sur les démographiques, ils se sont basés sur les chiffres, et il y a plus de 350 000 jeunes entre 13 et 15 ans qui utilisent ces réseaux sociaux en Australie, sur un pays de 26 millions, et donc ils voulaient absolument éviter que ces enfants soient, parce que ce sont des enfants, il faut se rappeler, de 13 à 15 ans, ce sont des enfants, et que moins de 15 ans, ce sont des enfants. Donc vous coupez les réseaux sociaux aux moins de 16 ans parce qu'il y a des anorexiques ou des appels au suicide sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas
pas à un moment donné la capacité de se défendre, particulièrement dans cette période où vous êtes dans la construction de votre personnalité. Moi, je me pose quand même une question sur d'abord Facebook touche plutôt. Et c'est encore une fois, la loi australienne Meta réagit par rapport à la loi australienne. Oui, mais la loi australienne va leur imposer plus de ça. Moi, mais ça a été une question aussi en Europe, sur TikTok. Je suis pas contre, c'est une question de santé publique. Mais peut-être qu'aussi il y a une question d'algorithme, c'est-à-dire que les algorithmes qui nous mettent il y a une certaine hypocrisie là-dedans, parce que si on continue à nous mettre via des algorithmes ce type d'images et de vidéos, il y a quand même un problème, y compris pour les adultes. Moi, j'ai que des côtes de bœuf, c'est bizarre. Moi, je suis étonné que Meta en soit réduit à interdire et non pas à modérer. J'aurais préféré la modération à l'interdiction, c'est-à-dire que finalement, comment se fait-il que Meta ne puisse pas filtrer ses publications et interdire les publications et non pas les usagers, publications d'extrême maigreur interdit, publications à caractère sexuel interdit, et ça techniquement, je crois que c'est pas très compliqué à mettre en place. Parce que sur l'hypersexualisation, ils cassent leur business. Je veux dire, parce que on va pas se mentir, même si aujourd'hui l'usage, on va dire comme ça, l'usage d'Instagram a beaucoup changé. C'est devenu quasiment un média aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui communiquent, qui font des trucs comme ça. Je vous recommande d'ailleurs le compte Instagram de Sud Radio. Vous avez des contenus très intéressants et absolument pas hypersexualisants pour le coup. C'est vrai. Mais il se trouve aussi que c'est une partie du business d'Instagram, c'est toutes ces jeunes femmes, vraies ou fausses d'ailleurs, parce que maintenant il y a beaucoup de pages avec des fausses personnes qui sont des personnes IA, ce qui pose aussi à mon avis un problème. Là, en l'occurrence, ça concerne aussi Facebook, par exemple. Oui, et sur Facebook, je ne crois pas qu'il y ait de contenu à caractère sexuel. Si, justement. Mathias Leboeuf, on arrive au terme de cette émission. Vous aviez un coup de gueule assez rapidement. On reste dans l'espace numérique. Oui, je vais être rapide. On reste dans l'espace numérique. Un juge français a été sanctionné par un décret de Donald Trump pour avoir appliqué le droit international. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Il s'agit de Nicolas Guillou, qui est président de la Chambre préliminaire sur la situation de l'État de Palestine et qui a donné en fait son aval de 2 mandats d'arrêt internationaux, notamment contre Benjamin Netanyahou, pour génocide en Palestine. Réplique de Donald Trump, représailles, Donald Trump a supprimé en fait de la zone numérique ce juge, c'est-à-dire qu'il a interdit d'utiliser ses comptes Amazon, Airbnb, PayPal, Netflix et les moyens de paiement Visa, Mastercard. Donc le juge français Nicolas Guillou est rayé complètement de la carte numérique de tous les opérateurs US. Alors, déjà, je trouve la réponse de Donald Trump assez hallucinante. Il faut savoir qu'en plus, les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Ça, c'est une chose. C'est pas d'hier. Mais surtout, ça nous en dit long sur la dépendance numérique de l'Europe et de la France et sur la souveraineté technologique qui est un vrai problème et qui montre que, par exemple, si un jour, on va faire la boucle avec le début de l'émission, on était en guerre contre les États-Unis, eh ben on serait sacrément dans la panade parce que cette souveraineté technologique française, elle n'est pas assurée et on est techno-dépendant des États-Unis. Et il n'y a pas que nos moins de 16 ans qui seraient privés de Facebook. Exactement. Voilà pour boucler la boucle. Merci à tous les quatre d'être venus débattre sur Sud Radio. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise et ancien gilet jaune. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et créateur de la lettre d'information Théopolitique. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Merci à vous quatre. Il est 11h28 sur Sud Radio. À suivre Sud Radio Média avec Gilles Gansman, un des magazines les plus célèbres de France, célèbre ses 80 ans. Et pourtant, ce magazine n'a pas pris une ride, c'est le magazine Elle. On en parle avec sa patronne dans un instant.